Chers amis, bonjour. Nous étions donc à la fin du Concile de Trente la dernière fois. J'en expliquais l'application. J'aurais dû ajouter aussi que ce concile sera appliqué en France sans être reçu officiellement, le roi de France s'étant opposé. Dans notre pays, le Concile de Trente va être appliqué en même temps qu'il se déroule à Trente. La réforme catholique en Lorraine, on pourrait lui dire que c'est le siècle de Saint-Pierre Fourier et de la bienheureuse Alix Leclerc et du cardinal de Lorraine et de Jean des Porcelets de Mayenne. Des grands personnages qui vont faire la réforme dans notre région. Dans cette défense catholique, la Lorraine tient un grand rôle dans ce que le professeur René Thavenot appelait la dorsale catholique, c'est-à-dire cette dorsale européenne qui, partant de Rome, monte par les pays autrichiens, la Mitteleuropa, l'Autriche, la Bavière, l'Allemagne, la Lorraine et les Pays-Bas catholiques, et constitue vraiment l'axe de reconquête du catholicisme choisi par la papauté. La Lorraine appliqua le Concile de Trente aussitôt, je dis à la différence de la France, tout en l'appliquant quand même avec mesure. Alors, regardons les évêques du diocèse de Toul. Le premier évêque qui met en application le concile est le cardinal Charles de Lorraine-Vaudémont, évêque de Toul de 1580 à 1587. Il faut dire qu'il était né en 1561, c'est donc un évêque jeune, à 20 ans. Nommé évêque à 19 ans, encore laïque, étudiant à Pont-à-Mousson, dont nous allons parler, l'université fondée par les jésuites, ce saint homme voulut se préparer à recevoir les ordres selon les règles nouvelles de l'Église conciliaire. C'était un homme pieux, zélé, admirateur de saint Charles Borromée de Milan, qui avait été pris par le Concile de Trente comme modèle de l'évêque. La maison épiscopale à Toul était modeste et religieuse. On y priait, on y mangeait en écoutant des lectures, etc. Il créa un séminaire pour le diocèse à Pont-à-Mousson, auprès de l'université, et appuya fortement l'implantation des jésuites en Lorraine et dans son diocèse et celle des capucins. Au XVIIe siècle, il faut dire, les capucins auront 20 maisons dans le diocèse de Toul. Le successeur de Charles de Lorraine-Vaudémont, c'est Christophe de la Vallée, 1588-1607, évêque alors en plein milieu des passions politico-religieuses de la Ligue, poursuivit la réforme pour ce qu'il put. Il réforma le bréviaire local et commença la réforme du missel. Mais son épiscopat est relativement court. Mais le grand épiscopat réformateur, c'est celui de son successeur, Jean des Porcelets de Mayenne, évêque de Toul de 1607 à 1624. Jean des Porcelets de Mayenne est né le 27 août 1582 au village de Valais, près de Lunéville, dans une famille de la vieille noblesse provençale, implanté en Lorraine au XVIe siècle. Il appartenait, dans la lignée de sa mère, à la famille ducale. Son père occupe de nombreuses fonctions dans les 3 évêchés et dans le duché. Il est bailli de l'évêché de Metz en 1591, maréchal de Barrois en 1603. Aux obsèques du duc Charles III, c'est lui qui porte le sceptre, et Henri II le nomme maréchal de Lorraine en 1609. Jean est formé en Lorraine et par les jésuites de l'université de Pont-à-Mousson dont je vais parler. Il commença son éducation avec sa tante, Judith d'Apremont, qui était chanoinesse de Poussey, puis il étudie le latin et les humanités à Pont-à-Mousson. Il se rend ensuite à l'université d'Ingolstadt, donc université jésuite, pour apprendre la philosophie. Il a comme professeur un très grand saint de l'Allemagne, Saint Pierre Canisius. Et après un séjour d'études à Rome au Collegium Romanum, donc fondé autour de Saint-Ignace et où enseigne Saint Robert Bellarmin, il revient à Pont-à-Mousson pour s'y parfaire en droit et en théologie. Il est licencié en droit et en théologie en 1604. Il restera pour toujours, toute sa vie, très attaché aux jésuites. En 1604, il retourne à Rome pour occuper les fonctions de camérier secret des papes Clément VIII, Léon XI et Paul V. Il occupe en même temps la fonction de résident à Rome pour le duc Charles III, c'est-à-dire ambassadeur. À la suite de la conspiration des Poudres, Paul V l'envoie en mission diplomatique auprès de Jacques Ier d'Angleterre
mission qui sera un échec. La conspiration des Poudres, faut-il le préciser, est un attentat manqué contre le roi Jacques Ier et le Parlement par un groupe de catholiques provinciaux conduit par Sir Robert Catesby le 5 novembre 1605. Jean des Porcelaines-Maillannes devient évêque de Toul le 26 novembre 1607. Très vite, il est chargé par Rome des fonctions de visiteur général des monastères bénédictins réformés en Lorraine. Il fit entrer Saint-Mansuy de Toul en 1610 et Saint-Avold dans la réforme de Saint-Vanne, dont nous reparlerons plus loin. De façon plus générale, l'évêque Jean des Porcelaines-Maillannes participa aux côtés de 3 grandes personnalités que je vais évoquer, le vénérable Servet de Léruel, le vénérable Didier de la Cour et Saint-Pierre Fourier, à la réforme de plusieurs ordres religieux de son diocèse et à la réforme du diocèse tout simplement. Il s'appliqua à mettre en œuvre dans son diocèse les réformes décidées par le Concile de Trente, s'appuya beaucoup sur les jésuites dans cette entreprise difficile de réforme et de réévangélisation. Il faisait retraite chez eux, dans la maison de retraite spirituelle des jésuites, près du noviciat rue Saint-Dizier à Nancy, et donnait l'exemple d'une véritable vie spirituelle. Motif d'étonnement et d'admiration de bien des prêtres et de laïcs du diocèse. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un évêque de Toul en retraite spirituelle. Il est considéré comme le fondateur du collège jésuite de Nancy, qui ouvrira ses portes en 1616. Et il mourut le 14 septembre 1624. Voilà donc là, au niveau des autorités épiscopales, les 3 grands qui règnent sur cette période. Évidemment, le grand événement de la réforme catholique dans notre région, c'est la fondation d'une université jésuite à Pont-à-Mousson. C'est le 5 décembre 1572 que le pape Grégoire XIII signe la bulle de fondation du collège et de l'université de Pont-à-Mousson. C'est le cardinal Charles de Lorraine, archevêque de Reims et frère de François de Lorraine, duc de Guise et du duc de Lorraine Charles III, qui était à l'initiative de cette fondation. Charles de Lorraine avait pris une part active au Concile de Trente et à la réforme de l'Église catholique. Il participa au colloque de Poissy entre catholiques et protestants au royaume de France en étant archevêque de Reims. On choisit Pont-à-Mousson pour l'établissement de cette université en raison de la position de la ville à égale distance des 2 évêchés de Metz et de Toul et de la ville ducale. Et puis peut-être aussi du charme de la cité au bord de la Moselle. On n'est pas tout à fait sans être attiré par le charme de cette ville et de ce lieu. Charles de Lorraine connaissait personnellement le général de la Compagnie de Jésus du moment qui était saint François Borgia. Le but de ce projet était très clair pour Charles III, toujours soucieux d'éducation, et pour le cardinal, il voulait pour les duchés un lieu de formation intellectuelle, théologique et spirituelle de haut niveau, à la fois pour les princes de Lorraine, mais aussi pour les grands serviteurs du duché, pour l'élite ducale et pour le clergé, aussi bien diocésain que religieux. Là, les motifs sont très précis et très bien vus et vont être suivis d'une manière absolument correcte et précise jusqu'à la fin. C'est aussi un moyen pour eux de lutter contre l'hérésie protestante en formant et en réformant, comme il faut, les catholiques. Le collège des humanités, donc le collège des jésuites, fut établi dans les bâtiments rénovés de la commanderie Saint-Antoine et l'université tout à côté. Le cardinal et le duc voulaient que soit fondée en même temps que les facultés de théologie, de philosophie et des arts, comme dans toutes les autres universités jésuites, une faculté de médecine et une faculté de droit. On voit bien l'orientation très originale de cette université. Elle serait dirigée par des laïcs, tandis que les autres le seraient par les jésuites, doyens et professeurs. Ce fut difficile de convaincre les jésuites de déroger à leur organisation favorite de leurs universités et d'accepter des facultés de sciences profanes dirigées par des laïcs. Il y a quelque chose là de tout à fait original qui est à noter. Charles III dut user de sa persuasion, mais aussi de sa volonté de faire, et ne céda point à toutes les réponses et à tous les refus du général des jésuites.
ce qui fait que Pont-à-Mousson fut la seule université jésuite de ce type, c'est-à-dire avec les facultés de lettres, de philosophie, de droit, de médecine et de théologie. Les 5 facultés étaient bien entendu, ça c'était le point de vue de Charles III, sous la juridiction du recteur jésuite de l'université. Voilà, on avait une disposition. Ça a été difficile. L'acte de fondation, c'est 1572. En 1574 meurt Charles de Lorraine, l'archevêque de Reims, qui est vraiment le promoteur du projet, puis celle des exécuteurs testamentaires du cardinal. C'est la peste de 1576 qui tout ça rend les débuts très difficiles, mais tout de même, on aura besoin d'une confirmation de la décision de Grégoire XIII. Elle sera en 1577 pour confirmer de fait cette fondation. L'arrivée du premier recteur est 2 ans après la fondation officielle, le 26 décembre 1574. Le recteur est un jésuite, évidemment, Edmond Hay, écossais et grand érudit. Les cours du collège concernaient la littérature, la philosophie, l'histoire, la géographie, le latin, le grec, les mathématiques et la physique. En novembre 1574, la faculté des arts est ouverte. Elle comporte 4 chaires, la logique, la métaphysique, la physique et les mathématiques. L'année suivante, c'est la faculté de théologie qui commence à fonctionner. Elle possède également 4 chaires, la théologie scolastique, de saint Thomas d'Aquin relue par le jésuite Cajetan, la théologie morale, l'écriture sainte et la langue hébraïque. Ce sont dans toutes ces facultés des religieux jésuites qui enseignent. L'histoire du diocèse de Nancy avec Père Jacques Bombardier sur RCF. L'enseignement de la Bible dans cette université et des langues anciennes qui l'accompagnent est supervisé par un grand exégète, un grand jésuite, le père Juan Maldonado, Jean Maldona, un des théologiens les plus érudits de son temps. Il parlait couramment un latin très pur, connaissait d'autre part le grec, l'hébreu, le chaldéen, le syriaque, l'arabe. Il avait appris ces dernières langues à Paris. Possédait parfaitement l'histoire ancienne et la littérature patristique, rompu aux disputes théologiques avec les protestants. La clé de son enseignement était le retour au texte, à la Bible, au Père, et il fut un grand rénovateur de la tradition exégétique, précurseur dans ce domaine au sein de la Compagnie Jésus de Saint Robert Bellarmin. On voit par le soin apporté aux langues et aux textes que tout le bienfait de la Renaissance sur ce sujet est complètement adopté par les jésuites. En 1578, Maldonado fut nommé visiteur de la province jésuite de France et il débuta son service à Pont-à-Mousson, qui venait d'être fondé, et contribua vivement à l'organisation des études littéraires et théologiques de notre université. Le premier doyen de la faculté de droit fut Guillaume William Barclay, écossais et neveu du recteur, qui arriva en 1577. C'est un jésuite de Toulouse, Pierre Grégoire, qui lui succéda. La faculté de médecine fut érigée en 1597 et reçut comme premier doyen Charles Le Poy, le célèbre médecin anatomiste du duc de Lorraine. La chaire d'anatomie fut ouverte en 1602, celle de chirurgie en 1606, celle de pharmacie en 1628 et confiée à Samuel Fulpin, jusque-là responsable du jardin botanique de l'université. À la fin du XVIIe, les jésuites qui accordaient depuis 1570 une grande importance à l'enseignement des mathématiques construirent à Pont-à-Mousson une tour de mathématiques, comme à Ingolstadt, qui contenait un pavillon qui abritait l'observatoire astronomique. En 1612, le père Louis Lallemand avait reçu la chaire de mathématiques, signe de son importance, et les publications scientifiques vont commencer très tôt auprès de l'imprimerie de l'université. En 1587, on comptait 800 étudiants à l'université, ce qui est considérable à l'époque. 900 à la rentrée de 1594, 1200 au commencement du XVIIe, 1600 les années suivantes.
ce qui est considérable. Tout ça va subir un frein absolu avec la guerre de 30 ans. Ces étudiants venaient de Lorraine, d'Écosse, d'Angleterre, d'Irlande, des Flandres, des pays germaniques, quelques Italiens et des Polonais. C'était donc une grande université pour l'époque, jusqu'à le coup d'arrêt de la guerre de 30 ans, l'arrivée de la peste, la famine. L'enseignement fut même suspendu, tellement la situation était dramatique, entre 1630 et 1634. À partir de 1642, l'expansion reprend, mais va connaître encore des perturbations dues aux multiples occupations françaises. Mais l'université retrouvera sa stabilité, mais jamais la prospérité aussi forte de celle du début. La canonisation de saint Ignace de Loyola et de saint François Xavier en 1622 a donné lieu à des fêtes somptueuses qui sont restées longtemps dans les mémoires, du 23 juillet au 1er août 1623. Célébrations religieuses spectaculaires, pleines de ferveur, pièces de théâtre, par exemple une représentation du siège de Pampelune sur la place du Roc, des places de théâtre antiques, une fête vénitienne sur la Moselle avec des orchestres, des bateaux illuminés et des feux d'artifice. Telle est l'atmosphère du catholicisme lorrain à Pont-à-Mousson, si bien représentée par la gravure de la cour de l'université de Jean Appy dit Ancelet. L'université cultivait l'art du théâtre, pièces anciennes ou pièces modernes, composées pour la circonstance et pour soutenir la réflexion morale et politique des étudiants. On les jouait à la distribution des prix ou quand l'université recevait des hôtes de marque. Comme l'écrit Alain Cuillère, je le cite, « La préparation de ces spectacles, avec l'écriture progressive et collective des textes, l'étude de modèles, les répétitions, les déclamations, contribuaient à faire du théâtre un exercice familier, permettant d'acquérir le beau langage et de développer les mécanismes d'imitation et de mémorisation. Ces pièces se situent plutôt dans la tradition des moralités et des colloques que l'on jouait déjà dans les collèges médiévaux. Elles véhiculaient parfois une certaine polémique antiprotestante, qui ne faisait que répondre à la satire souvent très dure que les calvinistes déployaient dans leurs propres spectacles scolaires. Les sujets rarement choisis en fonction d'événements locaux étaient surtout didactiques et hagiographiques. Sans présenter une grande originalité, la scène mucipontaine est typique de l'esthétique théâtrale des jésuites, fondée sur une relative liberté formelle, sur une recherche d'ancrage social et sur une pédagogie des valeurs chrétiennes. C'est une conférence d'Alain Cuillère du 22 novembre 2012. L'arrivée des Jésuites à Pont-à-Mousson et la donation qui leur fut faite de l'église Saint-Martin comme église conventuelle et universitaire eut pour conséquence le changement complet de décor intérieur de cette église au profit des nouveaux critères d'aménagement des églises voulus par le concile. Le jubé qui barrait l'entrée du chœur fut enlevé et replacé en tribune, on le voit encore aujourd'hui, magnifique. Un autel très visible central pour la centralité de l'Eucharistie et de la présence réelle. Une place importante donnée à la chair pour une prédication claire et consistante. Une grande place accordée aux saints, de la compagnie surtout, aux reliques. Un amour des matériaux précieux, marbre, or, stuc, joie et puissance. Le but par les tableaux est de faire voir le mystère, c'est un art de dévoilement de la foi pour frapper l'imagination et agir ainsi. C'est la nuée lumineuse du Sinaï et de l'Apocalypse. Mais les jésuites, ils sont 80 pères à Pont-à-Mousson, ne s'occupaient pas seulement de l'université. Ils vont aussi s'occuper du collège de Nancy. Car Nancy ne possédait pas, à cette époque, au début du XVIIe, d'enseignement structuré et sérieux pour les garçons. Certes, le 3 octobre 1340, le duc Raoul avait fondé une école pour garçons attachée à la collégiale Saint-Georges, pour apprendre à lire, écrire, le latin et la musique. Le 26 août 1576, les chanoines avaient donné une maison située rue du Maure-qui-Trompe, derrière l'église Saint-Trèvre, pour ouvrir une nouvelle école plus moderne. L'établissement s'appelait Grande École, mais ne donnait qu'un enseignement élémentaire. Au XVIe siècle, dans la ville neuve créée par Charles III,
des maîtres privés s'installèrent et firent classe. Ils s'unirent en corporation. Mais l'instruction dans la ville laissait à désirer. Un chanoine de la primatiale note « Les enfants désertent de plus en plus la grande école, peu soucieux d'apprendre choses propres à leur donner commencement d'une vie vertueuse pour s'amuser dans les rues. » On parla alors d'ouvrir un collège jésuite. Antoine de Lenoncourt, primat de Lorraine et abbé de Beaupré, intervint en 1612 auprès de l'échevin de Nancy et du duc Henri II pour la fondation de ce collège. La ville affecta les fonds de la grande école au futur collège et acquit un immeuble pour le logement des jésuites. Le duc, de son côté, fournit les lettres patentes, abandonna certains impôts à l'hôtel de ville pour la construction et la fondation d'un collège, dit le texte, et fit don à la ville d'une somme d'argent importante, d'une vaste maison entourée de petites maisonnettes et de jardins, je cite, « sises et faisant quart sur les roues Saint-Dizier et de l'église », qu'il venait de confisquer sur Jacquemin Cueillet, autrefois Gruyé, c'est-à-dire garde des eaux et forêts de Nancy. Les jésuites n'acceptèrent d'abord que l'ouverture de 3 classes de grammaire, parce qu'ils ne voulaient pas nuire à leur collège de Pont, et pensaient que si on ouvrait un collège à Nancy, on allait nuire au collège de Pont. Mais le collège donc occupait un carré constitué par la rue Saint-Jean, la rue des Carmes, la rue Doncalmet et la rue Saint-Dizier. Au point central, l'église du collège, qui était aussi une paroisse, Saint-Roch, avec une façade semblable à celle du chapelle du noviciat, célèbre en ce moment, c'était la plus grosse paroisse de Nancy. Mais la fondation traînait. Le 31 juillet 1616, Jean des Porcelets de Maillat, ancien élève des jésuites de Pont-à-Mousson et d'Ingolstadt, était au noviciat pour fêter le bienheureux Ignace, pas encore saint. Mis au courant par le recteur Jean Guéret des difficultés de fondation du collège, il prit énergiquement les choses en main. Séance tenante, il remit au recteur les actes de fondation. Il engageait 4 400 francs pour entretenir 15 ou 16 religieux. 3 jours plus tard, le conseil de la ville de Nancy remettait au père la clé de la maison qui leur était destinée depuis plusieurs années. Quelques jours plus tard, le conseil votait 6 000 francs pour l'acquisition du mobilier et avançait 5 000 francs dans l'attente de la jouissance des revenus promis. Pour l'embellissement de la chapelle et la construction de classes, la ville donna encore 11 000 francs. Tout fut fait si vite que le général jésuite Vitelleschi, successeur d'Acquaviva, reçut en même temps l'avis du projet et l'avis de sa réalisation. Le dimanche 23 octobre 1616, en présence du duc Henri II, de son frère François de Vaudémont, du prince Charles de Lorraine, évêque nommé de Verdun, il sera ordonné 8 jours plus tard, du clergé de Nancy et de la bourgeoisie de la ville, eut lieu l'inauguration de 3 classes de grammaire seulement par un discours en latin de maître Christophe Mérigot.